Bonsoir à tous et merci d'être là avec nous dans ce très joli pavillon de la Figuerie qui est installé à un des angles du potager du roi qu'on voit par la fenêtre. Vous avez eu l'occasion de le traverser et certainement de salir vos chaussures comme moi, on en est désolé. On est donc ici dans l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, une école magnifique, historique, une école aussi très importante dans le paysage, des institutions qui sont dédiées à la valorisation, la transmission d'une culture du paysage en France. Merci aussi à vous sur Facebook qui nous suivez, j'en suis sûre, par milliers. Donc vous êtes là un peu avec nous et votre présence nous réconforte. Donc, je m'appelle Annabelle Hagman et je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureuse que Henri Bava ait eu la gentillesse de me proposer d'animer ce paysage, ce second palmarès de la Fédération française du paysage, parce que je suis convaincue, comme vous certainement, de la nécessité du paysage. Aujourd'hui plus que jamais, en 2022 pour cette seconde édition, un moment qui est particulier parce que nous faisons face à deux crises fondamentales par les changements de paradigme qu'elles impliquent et par les impacts qu'elles ont sur nos milieux de vie et sur nos modes de vie. La première qui nous a valu de décerner le premier palmarès l'année dernière en 2021 en visioconférence, c'est la crise sanitaire. Une crise qu'on doit à quelque chose de tout petit, un virus, quelque chose qui n'est pas vivant mais qui tient certainement de la dérégulation ou de la perturbation de milieux vivants. Un virus qui est apparu lointainement mais qui a eu un impact considérable et qui continue de l'avoir sur nos modes de vie, nos façons d'habiter, nos façons de travailler, ça c'est certain, nos façons de communiquer, nos façons de nous déplacer dans l'espace public et dans les relations que nous avons les uns avec les autres. La seconde, bien sûr, est terrible, c'est la crise géopolitique qui est vécue principalement en Ukraine mais qu'on ressent dans nos cœurs et dans nos sociétés, dans nos consciences. Cette crise, elle a aussi pour enjeu certainement le paysage, ce qui le recèle de richesses, hydrocarbures en l'occurrence. Elle a pour enjeu les circuits de diffusion, les circuits économiques de diffusion de ces hydrocarbures. Et puis elle a aussi pour enjeu les convoitises qu'on peut avoir sur des territoires, la volonté qu'on peut avoir de poser des frontières ou de les déplacer. Alors aujourd'hui, cette crise, elle a des impacts énormes sur les vivants, les Ukrainiens, les millions d'Ukrainiens qui sont impliqués, les dizaines de milliers qui ont perdu la vie, mais nous aussi, dans nos modes de vie, dans nos consciences, dans la manière dont on va réindexer nos pratiques, nos modalités économiques, nos façons de concevoir le monde, elle aura aussi un impact. Alors où j'en viens à votre avis? C'est que ces deux crises qui ont un impact sur nos modes de vie, sur nos milieux de vie, elles sont à la fois locales et globales. Alors, pour paraphraser ou reprendre en tout cas une interrogation de Bruno Latour, on peut se demander où atterrir entre le local et le global. Eh bien, je vous propose que nous atterrissions dans le paysage, parce que le paysage, le palmarès du paysage, propose en l'occurrence plusieurs pistes d'atterrissage. Le palmarès va le démontrer. Le palmarès du paysage nous montre que les paysagistes, concepteurs, ont cette capacité de connecter le grand et le petit. Alors le grand, c'est le grand des milieux, c'est le grand des territoires, les littoraux, les lits de fleuves, les plaines, les vallées, mais aussi le grand des friches industrielles, des friches militaires, le grand des entrées de ville, le grand des métropoles, le grand du périurbain, avec des usages qui, eux, peuvent être petits. Ce sont nos usages à nous, des usages quotidiens. Ils sont inscrits dans des parcours de tous les jours. Ils ont pour scène parfois des lieux qui nous semblent, qu'on ne voit plus, une place, une rue, un trottoir, une cour. Ça peut être du micro-local qui est connecté avec le grand des territoires, et c'est la capacité des paysagistes concepteurs. Ils ont aussi cette faculté rare de connecter le grand du temps long, de l'échelle temporelle, avec le petit de cette ville du quart d'heure qu'on commence à voir revendiquer ici et là. Donc le grand du paysage avec la dimension historique qui peut sédimenter dans des paysages qui sont industriels, des paysages urbains, des paysages qui sont pleins de vestiges historiques. Donc ces grandes étendues de temps dans le paysage est le témoin. Les paysagistes ont la capacité souvent de le faire affleurer à la surface de nos pratiques contemporaines, faire affleurer dans nos parcours quotidiens, dans notre présent, dans notre conscience. Et cette faculté de connecter le temps long avec le présent, c'est aussi la capacité d'anticiper l'avenir. Donc le grand et le petit, le palmarès va en témoigner, c'est l'art des paysagistes concepteurs.
Le palmarès, il est multiple, à l'image des paysagistes concepteurs, à l'image de ce que vous êtes, à l'image des incarnations de vos travaux, à l'image des échelles dans lesquelles vous travaillez, à l'image de la diversité des acteurs que vous parvenez à mobiliser, que ce soit des privés ou des publics, des collectivités, des enfants, des personnes plus âgées. La diversité aussi des sujets que vous abordez et la diversité des sites aussi que vous traitez chaque jour. Et là, on a une carte qui présente les différents sites qui font l'objet des projets qui sont lauréats ce soir. Donc, on a une diversité. Le travail des paysagistes concepteurs est multiple. Cela dit, à travers ce palmarès, dans la diversité que vous allez découvrir tout à l'heure, il y a quand même trois grandes lignes de crête qui affleurent, trois grosses tendances. La première, évidemment, c'est travailler sur les transitions. Alors, les transitions, elles sont multiples. Elles sont bien sûr environnementales, ou climatique. Vous êtes aux premières loges pour apporter des réponses à ces questions qui sont vastes. Mais ce sont aussi des transitions d'usage, des transitions d'image, et aussi souvent des transitions économiques qui sont à l'œuvre et qui génèrent des friches, des vestiges, des espaces qu'il faut se réapproprier et réinvestir. C'est la première grande tendance. La seconde tendance, c'est le réinvestissement des patrimoines. Ces patrimoines, j'ai déjà dit, ils sont multiples, ils peuvent être militaires, ils peuvent être industriels, ils peuvent être sociaux, ils peuvent être historiques, ils peuvent être immatériels. Et l'idée est de trouver dans ces patrimoines une manière de se les réapproprier. Donc, encore une fois, on est aussi d'une certaine manière dans les transitions d'usage cette fois-ci. Et une troisième tendance qui affleure chez vous, mais aussi chez les architectes et dans les pratiques sociétales, et globalement, je dirais, dans toutes les pratiques qui sont culturelles et contemporaines, c'est celle de la participation. Donc, vous n'y échappez pas. Et la multiplicité des acteurs auxquels vous avez recours, avec lesquels vous travaillez, vous ont invité, pour un grand nombre d'entre vous, à développer des modalités de collaboration, de pratiques collectives, d'inclusion, qui permettent de faire affleurer des projets qui sont différents par l'implication des uns et des autres, par le temps que chacun s'accorde, et la reconnaissance qu'on s'accorde, la réciprocité, les itérations qu'elle suscite. Voici pour les grandes tendances de ce palmarès. Un palmarès que vous allez découvrir et qui comporte trois catégories: les diplômes, les réalisations et les recherches. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ça, c'est sans compter avec la capacité des paysagistes à être prolixes et la Fédération française du paysage à alimenter et à refléter cette dimension extrêmement prolixe. Donc, vous allez voir et découvrir un certain nombre de catégories que je ne vous énumérerai pas parce qu'elles sont quasiment infinies. Les approches méthodologiques, les approches pratiques, les grands sites, les petits sites, les grands paysages, les parcs et jardins, les places des rues, infrastructures et mobilité, recherche active, recherche appliquée, etc. etc. Cela défie l'entendement, mais en même temps, cela singularise votre pratique qui est protéiforme, comme le vivant, et comme nos usages, à nous, vivants, que vous mettez en relation et en lien. Je vais proposer à Henri Bava, donc, de l'Agence Terre, associé de l'Agence Terre, bien sûr, mais aussi président de la Fédération française du paysage, de me rejoindre pour vous accueillir aussi. Tu peux te mettre là, voilà, comme tu veux. Merci beaucoup, merci de nous accueillir au sens large dans ce lieu, Versailles. Merci l'École du paysage, merci Alexandra Bonnet et merci Annabelle pour cette introduction magnifique. Nous commençons notre relation avec Annabelle et j'espère qu'elle va nous aider dans toutes les manifestations de la Fédération française du paysage. En effet, nous avons maintenu ce palmarès du paysage en dépit d'une période de temps très particulier qui mêle la mise à distance pandémique qui nous a un petit peu, qui nous a causé quelques soucis l'an dernier pour le premier palmarès, mais aussi, tu l'as oublié, Annabelle, la période électorale quand même qui nous occupe un petit peu, et puis bien sûr le drame ukrainien qui est douloureux, qui nous mobilise. Et pourtant, on l'a maintenu. Et on l'a organisé parce que finalement aucun drame ne doit nous faire oublier un autre défi, lui aussi très relevant, c'est le défi climatique. Et les paysagistes sont au premier plan de ce défi, de ce combat. Les paysagistes concepteurs se sont structurés pour mieux y répondre, mieux l'anticiper. Et la Fédération française du paysage a pour mission d'aider cette jeune profession. Je dis jeune parce qu'elle est reconnue que depuis quelques années. Je ne parle pas de mon âge. Et je vois qu'il y a aussi Gilles Clément qui est dans la salle.
mon professeur Gilles Clément, tu nous as fait l'honneur de venir ici, je suis très heureux, et beaucoup d'entre vous. Donc voilà, c'est une jeune profession, regard de la loi, reconnue depuis quelques années, et il faut encore l'étoffer, cette profession, la construire, mieux la fédérer, et encore, il faut encore s'améliorer tous ensemble, et mieux répondre aux défis sociétaux, climatiques, énergétiques. Donc nous avons besoin de clarifier notre champ d'action immense. Annabelle en a parlé tout de suite. Où est la limite? C'est ce qui est intéressant. Il n'y a peut-être pas de limite, en tout cas, peut-être la planète est la limite. Et nous sommes de toute façon portés par une démarche transversale. Donc nous allons chercher dans les autres disciplines, dans les différents domaines, des réponses, des questions. Et pour cela, nous mettons en lumière au sein de la Fédération française du paysage, les multiples facettes du métier de paysagiste concepteur. Et ces facettes ne sont pas en nombre fixe. Aujourd'hui, on en avait 15. On a rajouté un prix spécial, bien sûr. Mais voilà, ce n'est pas gravé dans le marbre. Nous allons suivre la profession elle-même, le métier, et nous adapter. Donc, encore une fois, ce n'est pas un nombre fixe. Les questions sont soulevées de différents ordres. Annabelle en a parlé, l'adaptation de nos villes et territoires à la transition énergétique, sur fond de changement climatique. On doit travailler à chaque fois des projets, tu as cité aussi bien sûr Bruno Latour, dans des projets situés, précis, dans un contexte, dans des lieux qu'ils révèlent. Des projets appropriables par les populations, on travaille avec des gens, on travaille avec des habitants, des populations qui sont concernées, nous partageons nos projets. Et puis ce palmarès, nous l'avons maintenu parce qu'il doit être régulier, il doit être annuel. Et les travaux récompensés, année après année, s'inscrivent dans un archivage vivant. Il faut qu'on puisse les consulter, qu'on puisse comprendre comment on évolue justement, ce qu'on a fait telle ou telle année, comment les pratiques s'adaptent. Et ça doit être consultable par tous, ça doit être une source d'échange. C'est archivé, et c'est une trace, une mémoire des avancées paysagistes. Donc nous sommes aujourd'hui très fiers de présenter cette grande variété de productions lauréates. On présente 15 prix, on l'a déjà dit, qui sont répartis en 4 catégories. Annabelle, tu en as cité 3, je crois, c'était 4. Il y a les meilleurs travaux des jeunes diplômés. Oui. Là, on est d'accord. Oui. Ensuite, il y a des études de planification qui anticipent le développement de vastes entités urbaines, géographiques, et qui démontrent l'excellence des paysagistes dans l'anticipation territoriale, dans le déploiement d'une vision partagée. Il y a les réalisations, effectivement, remarquables à différentes échelles, réalisées par des paysagistes concepteurs, qui préservent les ressources, qui favorisent la biodiversité, qui encouragent le vivre ensemble et améliorent la santé. Et puis il y a des recherches. Ce point est important aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement en train de réaliser, en train de dessiner, de faire des études. On est en train de procéder à tout un travail d'analyse, de recherche, et c'est ce qui nous motive aussi en matière de paysage, c'est de comprendre cette diversité. Alors dans cette tâche, la Fédération française du paysage a été appuyée par l'ensemble de ses membres, paysagistes concepteurs, merci, on en a quelques-uns autour de nous aujourd'hui, et puis d'autres qui sont en ligne, et puis épaulés par un jury formé de représentants des régions. Alors, je vais essayer de les citer tous sans en oublier. Si j'en oublie un, il faut me le dire. Il y avait Lilika Troa, paysagiste concepteur Hauts-de-France, Cécilia Mayer, ingénieure paysagiste du Grand Est, Claire Denis, du Grand Est également, Champagne-Ardenne, Luc Monéger, paysagiste aussi d'Île-de-France, Franck Gaillet de Normandie, Anaïs Léger-Smith de Midi-Pyrénées, Jérémy Di Stefano du Languedoc-Roussillon, et Pierre David de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et on était aussi aidés, parce c'est important d'être avec beaucoup de paysagistes, parce que finalement c'est un prix qui récompense nos pairs, PAIRS. Il y a d'autres prix qui récompensent des élus, des équipes complètes. Aujourd'hui, c'est vraiment, on met l'accent sur la profession de paysagiste concepteur. On essaye de la mettre en lumière. Et nous étions aussi aidés par une ouverture à d'autres membres. Anne Vourche, du réseau des grands sites de France, qui est où es-tu, Anne Vourche? Je ne sais plus où tu es. Là, voilà. Anne Vourche, Bertrand Folléa, président de la PCE, qui est
qui est remplacé ou qui est représenté aujourd'hui, représenté c'est mieux, représenté par Marc Laramunt, et puis Jérôme Baratier de l'agence d'urbanisme de Toulouse qui représente la FNAUE. Donc c'était important d'avoir des regards extérieurs, pas si extérieurs que ça finalement, mais enfin des regards sur le paysage de gens qui ne sont pas paysagistes et qui nous montrent encore mieux peut-être que les paysagistes ce que nous devons être, ou en tout cas quelles sont les attentes. Donc merci à vous. Et puis nous allons voir tout à l'heure le résultat de ces différents projets, de ces différents lauréats couchés sur papier. Nous avons les éditions de Bionnet qui vont nous présenter tout à l'heure leur publication projet paysage sur cette édition du palmarès. Donc voilà, nous sommes tous mobilisés aux côtés des services de l'État, des élus, des collectivités pour contribuer à la préservation de notre milieu de vie, de nos villes, de nos campagnes. N'oublions pas les campagnes, nous travaillons aussi dans le milieu agricole. Nous sommes heureux de partager avec vous cette contribution collective et comptons encore et toujours sur le génie humain, finalement, sur l'intelligence collective, qui, plutôt que de détruire notre planète et nous pousser à la fuir, comme certaines populations en ce moment, nous attacher à améliorer et à enchanter notre cadre de vie. Donc, sans transition, nous allons passer... Sans transition pour une fois, merci Henri. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, mais auparavant, j'aimerais passer la parole à un partenaire précieux de la FFP, c'est Signify, qui est donc représenté ici par Patrick Biessy. Donc, Signify est un leader mondial de l'éclairage et propose une lumière qui crée du lien et qui donne du sens. Alors, vous allez nous expliquer comment vous faites. Je vais juste vous rappeler pour ceux qui n'ont pas suivi, Signify, vous connaissez peut-être pas beaucoup, mais vous connaissez certainement Philips. En fait, c'est notre nom d'origine. On a juste changé de nom pour essayer de vous perdre il y a 2 ans et demi. Donc 130 ans qu'on fait de l'éclairage. Pourquoi c'était important pour moi d'être là et pourquoi c'était important pour Signify de supporter la fédération ? Je vais vous parler de ce que je connais bien, je vais vous parler un peu de ce que moi j'ai comme expérience, de ce que sont vos créations. Malheureusement, j'ai une activité professionnelle, donc je ne peux profiter de vos créations que le soir quand j'ai fini de travailler. C'est bien souvent dans les ordres nocturnes, et c'est important que vous intégriez cet aspect qui est cette 4e dimension de vos créations. J'ai l'habitude de dire ça, ceux qui étaient à Nice il y a quelques années s'en souviennent peut-être, mais vous créez en 4 dimensions. La 4e dimension, c'est le temps, c'est le temps de croissance des végétaux. C'est aussi les saisons, mais c'est aussi l'activité sur les 24 heures. Et c'est important d'intégrer ce qui peut se passer la nuit, quoi. Alors il se trouve que, pour le coup, on sait aussi que la lumière, même artificielle, peut avoir de l'impact sur le végétal. Ça crée quelques enjeux aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur ça. Est-ce qu'on doit éclairer, est-ce qu'on ne doit pas éclairer ? Moi, je vais être plutôt optimiste. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des contraintes de ce type-là, ça crée des opportunités. Et l'homme avec un grand H qu'on est toutes et tous a toujours su relever tous ces défis. Donc je suis assez confiant sur le fait qu'ensemble, on va arriver à faire ça. On a sur ce besoin que vous nous sollicitiez. Il y en a un certain nombre que je connais dans la salle qui n'hésitent pas à le faire. C'est vraiment des choses qu'il faut faire. Alors, je dis nous, c'est nous avec un grand N, c'est la profession de l'éclairage, que ce soit nous ou mes confrères. Moi, je suis assez fier d'être là, mais n'hésitez pas à travailler avec les gens avec qui vous avez l'habitude de travailler sur ces sujets. Poussez-les un petit peu dans leur retranchement pour qu'ensemble, on puisse avancer. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura sur ce prix un prix de la conception paysagère avec un peu de lumière. Voilà. Donc ça fera une 16e ou peut-être une 17e ou une 20e catégorie. Gageons qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on ait un moment heureux à partager. Merci. Merci à vous. Merci à vous pour cette suggestion d'une nouvelle catégorie. Alexandra Bonnet, on est ici chez vous puisque vous êtes la directrice de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Donc je vous laisse terminer cette introduction. On peut dire que je suis la locale de l'étape en fait. Donc je suis effectivement l'hôte de cette cérémonie, mais peut-être un tout petit peu plus parce que j'aime à rappeler quand même que vous êtes ici sur les terres qui ont vu émerger l'école française de paysage et la culture du paysage qu'on cherche à promouvoir et à laquelle on essaye de former.
Donc très heureux de vous recevoir. Un grand merci à celles et ceux qui ont organisé cette jolie journée qui est plus que symbolique pour nous, qui est le moyen de faire connaître ceux qui s'engagent tous les jours au profit de nos territoires et pour diffuser cette culture du projet de paysage et pour le bien de tous, puisque le paysage est un bien éminemment commun. Donc tu disais, tu rappelais l'actualité très triste de ces derniers jours. Je crois que ça donne des cauchemars à pas mal d'entre nous et nous illustrons une fois de plus magnifiquement l'adage bien connu d'Einstein qui disait que notre humanité a malheureusement, notre technologie a malheureusement dépassé notre humanité. Bon, on y est, bien entendu, en plein, mais au-delà de ça, tu parlais aussi des drames qui se nouent chaque jour et peut-être de manière beaucoup plus sourde et insidieuse au sein de nos territoires, qui s'incarnent dans les objectifs de développement durable qu'on essaye de porter, donc tous ces enjeux de nouvelles donnes, de transition écologique et environnementale, mais également éminemment sociale, avec ce besoin de revenir à l'humanité des projets pour éviter de tomber dans des projets qui seraient sans âme, qui seraient désincarnés, déshumanisés, qui seraient uniformisés. Et je crois que c'est finalement ce que le paysagiste apporte. Donc en fait, le projet de paysage, pour moi, c'est pas seulement une anecdote aujourd'hui. Je crois que c'est fondamentalement un projet qui s'oppose à la frontière par construction, puisque le paysage, il s'offre à tous, il est sans frontières, on ne peut pas le découper, on ne peut pas complètement le privatiser, mais aussi il s'oppose à la culture de la frontière, c'est-à-dire que c'est l'antithèse, c'est l'opposition à la culture de l'enfermement, de l'entre-soi, de l'exclusion. Le paysage, c'est vraiment finalement ce marqueur surfacique d'un projet de société extrêmement profond et son marqueur très tangible pour les populations à qui on donne à voir finalement le respect qu'on a de ces populations passées, présentes, à venir et de tous ceux qui peuplent ces territoires et donc le vivant dans son acception la plus large dont l'homme fait partie, mais ne fait que partie. Voilà, donc je crois que vous pouvez être fiers de ce que vous faites et que vous n'êtes pas seulement dans l'artialisation. Si même vous étiez seulement dans l'artialisation des territoires, ce serait déjà quelque chose de magnifique et une mission très noble. Mais vous apportez un supplément d'âme en fait et un supplément d'humanité à tous les projets sur lesquels vous intervenez, à quelle que ce soit très en amont au niveau de la recherche. On en aura quelques exemples aujourd'hui jusqu'à la maîtrise d'œuvre. Donc bravo. Une fois de plus, soyez fiers de vos missions et de votre profession. Alors justement, il me semble que quand même il faut arriver à cette mission un peu évangélique qui est de donner la bonne nouvelle du paysage, qui est une école de solutions pour des territoires qui soient véritablement durables et désirables. Et ça, on ne le répétera jamais assez. Et je dois dire que je souhaite pouvoir être invitée partout pour pouvoir moi-même, à mon modeste niveau, le dire et le répéter. Nous sommes une école des bonnes nouvelles, nous sommes une école des solutions et Dieu sait si nos jeunes générations en ont besoin en ces périodes de bouleversement, de changement très chahutés qu'on leur lègue finalement. Donc voilà, le paysagiste, c'est l'école des solutions et des bonnes nouvelles. Et puis, si on veut le faire comprendre, changer le regard sur le paysage, mais changer le regard sur l'humanité qui sous-tend ce paysage, eh bien, il faut des événements comme aujourd'hui qui donnent à voir les bonnes pratiques, qui donnent à voir les missions. Et donc, c'est tout l'intérêt et toute l'importance de ces palmarès. Donc bravo encore à la Fédération française du paysage pour continuer à porter ce projet de paysage et à donner à voir ce projet de paysage dans ses plus belles démonstrations. Et puis, en avance de phase peut-être, mais j'ai quand même le droit de féliciter nos lauréats. Donc 15 lauréats, oui, un prix spécial, voilà. Je ne me remettrai pas, donc je le fais tout de suite. Voilà, dont bien sûr une lauréate, enfin
plusieurs, mais qui sont directement issus des rangs de l'ENSP. Donc c'est une grande fierté pour nous, et Dieu sait si les personnes en question que je côtoie, pas tous les jours, mais presque, le méritent. Elles se reconnaîtront au fond de la salle. Donc voilà, ça, le jury a très très bien fait. Là, c'est un excellent choix, je dois dire. Voilà, mais voilà, en toute objectivité, bien entendu. Et donc, mais bravo quand même à tous, parce que vous l'avez tous vraiment mérité, et vous concourez tous à cette cause éminemment juste et belle, qui est celle comme le disait Molière, dont on célèbre le quadricentenaire de la naissance cette année, de ne pas mourir de nos remèdes, et de fournir des solutions qui soient véritablement durables, désirables, vivables. Voilà, merci beaucoup. Alexandra Bonnet. Merci beaucoup. Alexandra Bonnet, donc vous saluez la jeunesse et les engagements de cette profession, et ça nous a semblé cohérent de commencer le palmarès par les prix remis au diplôme. Alors, on va commencer avec le premier prix diplôme approche thématique, et pour le rendre, je vais demander à Edith Fialet de me rejoindre, de le remettre et d'appeler le lauréat. Alors, bonsoir à tous. Donc, le prix diplôme d'approche thématique est remis à Gabriel Camelot de l'école de Bordeaux pour un diplôme intitulé Là-haut sur la commune de Nogent-sur-Seine, avec une thématique patrimoine. La personne est là ? Oui, vous êtes là. Alors, juste un petit mot sur ce travail. Je relate ce qui a été dit par les jurés. Donc, Gabriel Camelot, étudiant de l'école de Bordeaux, nous invite à penser le paysage post-nucléaire. Intitulé Là-haut, son diplôme porte sur la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, mais nous invite plus largement à faire du paysage la matrice d'un processus de patrimonialisation et de reconversion des centrales appelées à être démantelées. Le jury a particulièrement été séduit par l'originalité du sujet traité, la sensibilité de l'approche proposée et la qualité des rendus. On vous passe la parole, Guillaume, si vous voulez commenter. Est-ce qu'on m'entend bien, là ? Oui, brièvement, mais... Pas très évident de passer en premier, en plus. Oui, alors, la question de la déconstruction des centrales nucléaires, elle ne se pose pas encore aujourd'hui pour beaucoup de nos bâtiments, mais voilà. Merci à vous, merci à mes enseignants, mes professeurs, notamment ceux que j'ai eus dès le début. Je vois Michel Audouy, que j'ai eu au cours du soir de la mairie de Paris, maintenant 5 ans. Et voilà, merci à tout le monde et à mes enseignants, et tout particulièrement à l'École nationale supérieure du paysage et d'architecture de Bordeaux. Dont vous venez. D'où je viens, exactement. Donc, Edith Fialet, donc, je vous remets très officiellement. Voilà. Je vous remercie. Et je vous invite à prendre le sac qui va. Donc Edith, je te laisse remettre le second prix, diplôme. Alors, le second prix diplôme projet grand site, donc il a été remis à Flavie Jallet de l'ENSP de Blois, avec un thème intitulé « Vivre l'eau de demain sur le marais breton vendéen, sur la commune de Beauvoir-sur-Mer, dans le 85, avec une thématique transition ». Bravo Flavie. Alors, Flavie Jallet, étudiante de l'ENSP de Blois, nous parle du marais breton vendéen, une terre autrefois gagnée sur la mer, où le réchauffement climatique va, d'ici 2100, provoquer de profonds bouleversements. Il est question d'anticipation du retour de l'eau, d'adaptation des activités humaines et d'activation des écosystèmes humains et non humains. Le jury a particulièrement été séduit par la sensibilité de la démarche, son approche stratégique à grande échelle et par la grande qualité graphique des rendus. Bravo. Bravo à vous. Tu voulais dire quelques mots ? Non ? Bravo à vous. Rappelez l'école dont vous venez. Merci beaucoup. Donc, moi, je viens de l'école de Blois, de la nature et du paysage. C'est un sujet que j'ai apprécié travailler pendant toute cette année 2021. Je tenais à dire quand même que c'était un sujet qui allait devenir de plus en plus concret dans les années à venir. Et c'était très intéressant en fait de montrer
que ça pouvait être perceptible en fait au fur et à mesure des années et que ça pouvait être un territoire qui allait se transformer petit à petit au rythme du temps et qui allait donner des espaces de vie tout de même. Voilà. Enfin, je vous remercie en tout cas. Merci à vous. Tenez, je vous fais ça. Bravo Flavie. Donc on va passer au troisième prix. Donc on a un troisième et dernier diplôme à remettre, un prix diplôme. Et là, j'invite Anne Vourch à me rejoindre pour le remettre. Donc il s'agit du prix diplôme approche méthodologique, le dernier de cette catégorie, qui est attribué à... Alors, qui est attribué à Pauline Crévillers de l'ENSP de Blois également. Voilà, qui va me rejoindre. Bravo. Bravo. Alors, on reste donc à l'ENSP de Blois. On reste aussi dans des zones entre terre et mer. Hein. Il s'agit de votre diplôme qui s'appelle « Recomposer le littoral de Montpellier, un territoire en mutation par la montée des eaux ». Voilà. Donc, ce lido, comme tous les lidos sont particulièrement menacés par la montée des eaux qui s'annonce. Là, c'est un lido un espace naturel très riche, très vulnérable, extrêmement transformé, très artificialisé, avec une pression foncière et touristique très importante. Alors, votre diplôme développe une vision vraiment pour l'avenir de ce lido en travaillant sur l'épaisseur vivante du littoral, comme vous l'avez appelé, et il propose en fait une désartificialisation progressive en 3 étapes. Et votre approche a frappé le jury par son caractère évidemment prospectif, mais à la fois parce qu'il propose des éléments tangibles de recomposition spatiale, et également il s'attache à faire bouger les représentations, en fait, les imaginaires au travers portés sur ces territoires. C'est un travail qui a paru au jury extrêmement pédagogique, qui témoigne d'une très belle maturité, à la fois graphique et aussi par les mots pour le dire, en fait, notamment la qualification de ces 3 grandes étapes de désartificialisation, préparer à la mer, rendre à la mer, entre terre et mer, enfin ça c'est très construit. Et aussi le jury a voulu souligner le caractère, ce diplôme qui va intéresser évidemment bien d'autres lidos en France, mais aussi tout au long du littoral européen. Voilà, bravo à vous. Merci beaucoup pour ce prix. Vous l'avez très bien résumé, sans forcément rajouter. C'est vrai que c'était une année passionnante pour découvrir le territoire, la métropole aussi de Montpellier, qui était un peu un défi de travailler sur cette épaisseur en fait de la métropole jusqu'au lido, les stations balnéaires, et donc de découvrir aussi ce territoire en positivant le risque de demain jusqu'à 2100 avec la durée de vie, en fait 80 ans, l'échelle d'une vie qui peut aussi donner de nouvelles dimensions de projet. Merci. Bravo à vous. Donc là, on va aborder la deuxième catégorie de ce prix, qui est le prix réalisation, qui lui-même se décompose en 2 parties, donc les praticiens études et les praticiens réalisation. Donc on va commencer par les prix praticiens études. Et pour le remettre, le premier, j'appelle Franck Gaillet, qui est juré, et qui appartient à la FFP pour la région Normandie. Bonjour. Donc le 4e prix, praticien études grand paysage. Le prix est remis donc à l'agence Omnibus avec Anne-Cécile Jacot et Laetitia Lasanté. Qui ne sont hélas pas là. Qui ne sont pas là. Voilà. Donc pour écrire avec les élus un plan paysage sur les côtes de la Moselle. Donc c'est un plan paysage qui concerne 13 communes de la métropole de Metz et qui s'est étalé de 2019 à 2021. Donc c'est un plan paysage en fait qui a le mérite d'entraîner les acteurs de 13 communes concernées par ce site pour mieux le comprendre et mettre en valeur donc ses qualités et apprécier le relief et les différentes vues. Donc pour y développer aussi la culture du partage. Et en fait le jury a particulièrement apprécié le fait que cette démarche s'étende aussi sur le paysage nocturne. Et donc qui valorise ainsi donc le territoire et aussi le maintien de cette fameuse trame noire qui aime autant qui est source de biodiversité.
Donc voilà, à travers ces différents ateliers et programmes d'action, c'était un projet qui était très intéressant. Donc bravo à eux. Donc, même s'ils sont bravo à elles, c'est l'agence Omnibus, c'est deux femmes, Cécile Jacquat et Laetitia La Santé, qu'on salue sur Facebook voilà. peut-être. Bravo. Bravo. Ça, je garde. Alors, deuxième prix études, c'est Edith Viala qui va revenir pour le remettre. Edith Vallée. Non, Edith Vallée. Ah bon, c'est comme vous voulez. Alors, je vous en prie. Alors, oui, il s'agit cette fois du prix praticien études projet urbain, catégorie des projets urbains. Et le prix est remis à Bruno Garderon de Champs Libres. Voilà, qui est là. Bravo. Bravo. Voilà, pour une étude préopérationnelle écologique et paysagère pour la renaturation des berges de Lierre dans le quartier Belle-Place-Blandin à Villeneuve-Saint-Georges, donc dans le Val-de-Marne. Voilà. Le maître d'ouvrage de cette étude, je le cite aussi parce que c'est important, c'est l'EPA Aura, qui est l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis Seine-Amont. C'est bien ça, voilà. C'est un projet qui requestionne la programmation urbaine, paysagère et écologique de ce quartier, donc qui est très, très exposé aux crues récurrentes de Lierre, l'affluent de la Seine. Vous proposez une démarche très ambitieuse de désurbanisation, dans un contexte quand même qui est éminemment urbain, permettant de restituer près de 11 hectares, ce qui n'est pas rien, à la rivière, et permettant une réappropriation du site par le vivant, ce que vous appelez les humains et les non-humains. Et vous voulez le porte-parole à la fois des habitants, mais aussi de ces nouveaux milieux écologiques et des vivants non-humains qui y vivent. Le jury félicite cette démarche de reconquête donc, par le paysage d'un quartier particulièrement vulnérable aux inondations. C'est un travail qui a été jugé sensible, résilient, qui conjugue étroitement les fonctions écologiques et les usages urbains de ces berges. C'est aussi un travail que vous avez vraiment voulu partager avec les habitants. On a noté un événement festif participatif qui avec 9 ateliers répartis le long d'une balade paysagère, un poème aussi, un ouvrage original qui est fait avec les habitants, par les habitants, et qui constitue le témoin de la participation citoyenne de ce projet. Voilà. Donc félicitations à vous, bravo. Merci. Ouais, il y en a deux. Merci. Bon, c'est une étude, le vrai commanditaire, c'est l'Élysée, puisqu'en février 2018, le président récemment élu s'est déplacé sur le quartier qui était sous 1,50 m à 1,80 m d'eau, et il y a eu effectivement une commande pour organiser ce travail de désurbanisation qui est considérable, qui concerne 170 parcelles et 12 hectares. C'est un des plus gros projets de désurbanisation de France, pour resituer une zone humide qui en fait existait jusque dans les années 30. Donc c'est vraiment un quartier, c'est une étude préopérationnelle. La maîtrise d'œuvre va démarrer au printemps ou à l'automne. Et c'est une étude qui en fait est au cœur de nos savoir-faire, puisque c'est inscrire une action en réparation sur un fond de vallée qui n'aurait jamais dû être urbanisé, une action en reconquête de la biodiversité, puis une action en soutien de cette population qui est extrêmement fragilisée, qui est dans des situations sociales très compliquées. Et tout le travail a été de pouvoir continuer à faire le lien avec cette population-là, puisque les clés de subvention de ce type d'opération, c'est la renaturation, c'est uniquement biodiversité. Et il était tout à fait difficile de ne pas aussi faire place aux habitants de cette enclave bientôt désurbanisée. Je voulais aussi remercier mes co-traitants, sans qui cette étude complexe n'aurait pas pu être menée à bout. Donc il s'agit de Transfert, bureau d'études en environnement, Ingetech, bureau d'études en hydrologie et VRD, Sol Paysage, spécialisé sur la pédologie
Et donc, quand il s'agit de renaturation et de création de zones humides, c'était très important cette thématique-là. Et Ecogé, naturaliste. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc nous arrivons au premier des prix qui sont dédiés à des réalisations de praticiens, excusez-moi. Et pour le 6e prix, donc le prix praticien réalisation parcs et jardins publics, je voudrais que Franck Gaillet me rejoigne de nouveau pour le remettre. Donc ce 6e prix, c'est le prix de la praticien réalisé parcs et jardins publics. Et c'est un prix remis donc à In situ avec Emmanuel Jalbert. Donc c'est un projet sur le renouvellement urbain d'un quartier sur Dalle. Donc retrouver un sol et la pleine terre, donc à Saint-Étienne. Le maître d'ouvrage, donc c'est la ville de Saint-Étienne. Donc c'est une véritable métamorphose d'un site ancien. Donc c'est la suppression d'un espace sur Dalle au centre d'une résidence sociale. Et donc à partir d'une conception d'un projet, donc voilà, ils ont pu permettre donc un lien qui rassemble plutôt qu'un lieu qui clive. Ils créent donc ce lien social avec l'aide aussi de la présence de la nature. Et ce qui a motivé le jury pour mettre en avant ce projet, c'est donc offrir des espaces de pleine terre et ouvrir le site sur le grand paysage, comme on peut voir donc sur ces photos, sur le grand paysage de Saint-Étienne. Et ça a permis également de redonner une image positive, en fait, un lieu qui était fortement dégradé. Et finalement, la sobriété de la conception laisse place au végétal. Et donc, c'était vraiment une garantie de réussite de ce projet-là. Et je pense que le mot à retenir par rapport à ce projet, c'est vraiment le mot métamorphose. Et donc, c'est aussi lié avec la suppression de ce parking au centre des préoccupations et qui donne vraiment une place prépondérante à la nature. Donc, c'était un beau projet qu'on voulait mettre en avant. Donc, bravo à vous. N'hésitez pas à décrire votre projet. Merci. Alors, je voudrais juste dire un mot par rapport à ce projet qui est un peu atypique. C'est qu'en fait, on a eu la chance de pouvoir reformuler la question qui nous était posée. Initialement, le programme consistait, on nous demandait de faire joli avec un budget très, très réduit sur 1 hectare de dalles de parking stériles et fragiles sur lesquelles même les engins d'entretien ne pouvaient pas aller. Et quand on a commencé à travailler, on s'est aperçu qu'il y avait 2 parkings, donc 530 places de stationnement au total. Il y avait un parking qui n'avait jamais servi parce qu'il y avait un vice de construction et du coup c'était juste des catacombes qui servaient aux deals, prostitution, marchands de sommeil, recel. Et l'autre, il appartient à des copropriétés, c'était à peu près la même chose. Et on avait un budget qui nous permettait juste de poser quelques jardinières dessus. Et on a réussi à convaincre le maître d'ouvrage de dire, d'aller jusqu'à la démolition de ces parkings. Donc on a réussi à démolir 1 hectare de parking, de dalles. Il y a eu l'occasion, il y avait un lit de rivière qui était à curer, donc ça a permis de ramener 38 000 mètres cubes de remblai. Tout ça au pied des fenêtres des habitants, donc c'était un chantier complètement dingue. Et on a réussi du coup à reconstituer une pleine terre sur une surface qu'on n'imaginait pas, voilà, tout simplement. Voilà, donc on a maintenant un vrai sol, et ça je pense que c'est pour nous la plus belle des promesses pour le devenir du quartier. Je voudrais remercier la maîtrise d'ouvrage qui a réussi à se reformuler, à se poser les questions, parce que c'est pas évident pour eux non plus, notamment Michel Tossig, qui est chef de projet, qui malheureusement est décédé avant de voir la fin du chantier, Claire Gaillard, et puis nos partenaires, Corel, Pierre Scodellari, Anne Romettino, qui a suivi ce projet de longue haleine, et dans un budget, somme toute, très restreint. Voilà. Merci. Et votre sac, qu'allez-vous faire sur votre sac? Eh bien, donc, nous allons remettre maintenant le 7e prix. Et ce prix praticien réalisation Places et rues sera remis par Jérémy Di Stefano, qui est donc juré pour la région Languedoc-Roussillon de la Fédération française du paysage. Donc, je vous laisse annoncer.
Merci de nous faire une place depuis les régions dans ce grand prix. Le 7e prix, prix praticien réalisation Place et Rue, est remis à l'atelier Roberta, Chloé Sanson, pour le Champ de Mai à Marseille. Alors, je vous fais un petit retour du jury, mais quelque chose d'un peu personnel, parce que étant issu de l'ENSP Marseille, j'ai pu pratiquer ces espaces-là. Donc, le projet de la place du Champ de Mai remplace les surfaces en goudron d'un parking livré en pâture aux rayons solaires. C'est la première chose vraiment qui m'est revenue à l'esprit de cet endroit, très abrupt. La force du projet est de remettre le piéton au centre du dispositif, tout en maintenant et en intégrant la fonction du stationnement. En faisant de cette contrainte un atout, la friche Belle de Mai se donne d'une nouvelle scène ouverte sur la ville et le ciel. Elle est appropriable, notamment par les arts de la rue, dont le paysage fait peut-être partie. Le jury salue l'intelligence de la proposition des paysagistes conceptrices, d'apparence simple et mesurée, mais seulement en apparence, je pense. Vous allez peut-être pouvoir nous en dire un peu plus. Le parti pris est racé et remploie certaines méthodes élaborées justement par les étudiants à Marseille, c'est-à-dire péter la dalle, faire pousser, recueillir l'existant ou ce qu'il en reste, et surtout raconter des histoires. Bravo. Merci. Peut-être d'abord juste un mot pour parler du fait que Chloé Sanson, avec nous, ne pouvait pas être là ce soir, mais aussi toute une autre partie de l'équipe qui malheureusement devait nous accompagner. Par rapport aux différents sujets évoqués, il y a peut-être cette question de la maîtrise d'ouvrage capable et même heureuse de re-questionner ses demandes initiales. Ici, une maîtrise d'ouvrage un peu peut-être atypique, la SKIC de la friche de la Belle de Mai, qui posait d'abord les questions de comment accueillir plus de voitures sur ce grand parking, tout en libérant un espace qui devait pouvoir être utilisé par tous, une place ou un jardin, ils ne savaient pas trop. Un travail qu'on a fait avec une équipe multidisciplinaire, avec Christelle Filiotico, qui est donc l'architecte mandataire, qui a su vraiment emmener toute l'équipe autour d'un travail commun et d'une dynamique à trouver comment toujours donner plus de place et effectivement aux piétons, mais aussi au dynamisme incroyable qui existe sur ce site. Peut-être aussi effectivement la force de ce lieu où résidait déjà beaucoup d'histoires et entre autres effectivement toutes les expérimentations des élèves de l'école de paysage qui avaient su aller chercher dans les moindres infractuosités des façons d'essayer de ramener un peu de fertilité dans ce site. Ce qu'on a essayé de prolonger avec les moyens qu'on avait pour transformer ce site qui devenait plus grand, plus vaste que ce qui était prévu au départ, et où toute l'énergie a été mise pour donner des capacités à la végétation de pouvoir se développer de façon fertile, avec des petits défis, mais qui importent pour nous, tels que réussir à faire des plantations aujourd'hui à Marseille sans arrosage automatique. Ce pourquoi aujourd'hui l'été dernier a été tout à fait clément et pour l'instant tout se passe bien, mais ce sera évidemment des défis à continuer à suivre. Merci, bravo à vous. Vous l'avez terminé? Allez, on voulait juste ajouter un petit mot, puisqu'on est à l'ENSP, que ça nous touche toujours de revenir dans cette école. Je suis Céline Aubergnat, donc l'associée d'Alice et Chloé. Et juste Marseille, ça nous touche d'autant plus qu'on a donc passé un an là-bas et qu'on nous demande souvent d'où vient le nom d'Atelier Roberta. Donc ça vient de Marseille, c'était un lieu où on a habité. Et juste pour dire que l'esprit d'atelier qu'on a développé dans ce lieu, on essaie de l'emporter avec nous depuis cette année-là, et c'est d'autant plus touchant pour nous d'être primés pour un projet à Marseille. Voilà. Ah, attendez, elle l'en fait ? Oui, voilà.
Alors, pour remettre le 8e prix praticien réalisation patrimoine, vous allez voir qu'il y a 2 lauréats ex aequo. Donc, le premier ex aequo va être remis par Henri Bava lui-même pour annoncer le lauréat. Le 8e prix de praticien réalisation patrimoine est décerné à l'agence Univers. Éric Chabot pour la butte. Pour la butte des fusillés de la Maltière, à Saint-Jacques-de-la-Lande. Petit verbatim, aux abords de Rennes, le complexe militaire de la Maltière renferme un site hautement symbolique, le lieu d'exécution de résistants au nazisme. Ici, le patrimoine est immatériel, inscrit dans la mémoire collective. Et le jury a tenu à récompenser cette maîtrise, la maîtrise d'Éric Chabot et de l'agence Univers, dans la manière, dans l'écriture, très, très tenue finalement, géométrique, rythmée, et dans cette écriture tenue, la capacité à susciter l'émotion. Et c'est un jardin, bien sûr, qui fait lieu. Le lieu est monument, il offre à lire et à traverser le souvenir, mais c'est aussi un jardin pour aujourd'hui et pour demain. Donc, bravo, merci beaucoup. Alors comme d'habitude, j'ai préparé mes petits mots parce que je ne sais pas faire autrement, mais je suis extrêmement flatté et particulièrement honoré de ce prix. D'une part parce qu'il est décerné par mes pairs paysagistes, et puis d'autre part parce que je pense que c'est le sujet le plus marquant de ma vie, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les vivants, mais on a aussi travaillé pour les morts, et en ces temps de guerre, c'est quand même plutôt pas commun. Voilà. Je remercie bien évidemment le jury pour l'honneur que vous avez octroyé sur ce projet-là. Je remercie la mairie de Saint-Jacques-de-la-Lande de nous avoir fait confiance, des 2 entreprises qui ont travaillé pour nous, Altea Nova et Self-Signal, sans qui la réalisation n'aurait évidemment pas été la même. Puis je fais un petit salut amical aussi à mes 2 associés, Patrick et Caroline, et à tout mon personnel. Voilà. Je serai bref parce que je sais qu'on a peu de temps, mais en tout cas, ce projet il a été construit sur 3 piliers. Bien évidemment, le premier pilier, c'est l'histoire du lieu, l'histoire du site. Le deuxième, c'est la mémoire, le souvenir des 76 résistants qui sont morts ici, voilà, entre 1940 et 1944. Et puis le troisième volet, c'est le volet pédagogie, qui semble, je dirais, un peu plus anecdotique, mais qui nous semblait aussi forcément très important. Tout simplement parce que ce site, il est visité très régulièrement par des promeneurs, par des passants, par des visiteurs, mais aussi par des collégiens et des lycéens qui, dans le cadre de leur cursus, sont accompagnés par leur prof d'histoire. Il faut savoir que le plus âgé des résistants qui est mort sur la butte avait 62 ans, mais le plus jeune avait 18 ans. L'âge des lycéens. Voilà. Et puis, près de la moitié des fusillés, plus d'une trentaine, 35 pratiquement, avaient moins de 25 ans. Voilà. C'est pour cette raison que moi j'ai insisté pour que sur chaque stèle, on ait le nom, la date de la mort et aussi l'âge du fusillé, parce que c'est aussi par ce biais que passe la pédagogie. Je pense que le plus fort pour moi, c'est lors de la cérémonie inaugurale du 30 décembre 2017, c'est de voir les familles qui se sont recueillies devant les stèles de leurs aïeuls, de leurs parents, et je voudrais juste vous lire un court texte qui montre l'importance qu'a pu avoir cet aménagement pour les familles. Mon frère Lionel d'Orléans a été fusillé ici le 30 juin 1944. Il avait 19 ans et s'était engagé pour venger notre autre frère Gilbert, résistant déporté à Mauthausen, qui lui a survécu. Nous avons retrouvé dans ses affaires le 30 septembre 1944 une lettre d'adieu disant qu'il mourrait pour la France. Je suis très ému aujourd'hui de pouvoir me recueillir devant sa stèle. Donc j'ai plaisir à dire que le paysagiste, c'est d'améliorer, faciliter la vie quotidienne de nos concitoyens. Et ici, en toute modestie, je pense que nous avons magnifié le respect de la nation envers ces 76 fusillés enfants du pays. Voilà. Et en ces temps de guerre qui frappent à nos portes, je pense qu'il est essentiel de se souvenir pour ne pas oublier. Voilà. Donc un second prix, c'est difficile de passer après, c'est pas, un second prix praticien réalisation patrimoine sera remis par Jérémy Di Stefano, encore une fois, donc jury pour la FFP.
merci de retour, effectivement, parce qu'il y a un ex-aequo pour ce prix patrimoine, réalisation en patrimoine. Nous saluons le travail de l'agence Maillot et Toussaint, Vincent Maillot, un cercle immense, Saline Royale d'Arc-et-Senans. Mais pas que. À l'origine, la manufacture commandée par Louis XV devait se situer au centre d'une ville idéale et circulaire. Ce cercle immense, inachevé, est désormais complété par une mosaïque de jardins champêtres. Une création, donc, qui réinterprète l'utopie de Claude Nicolas Ledoux. Le jury salue l'audace et la pertinence de ce projet de paysage qui prolonge un lieu protégé au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO et des monuments historiques. Cultivant l'or vert, l'éclat de ce paysage nouveau ne fera que s'accroître dans le temps. Bravo. Un grand merci pour ce prix. Je vais juste commencer par remercier rapidement en fait, l'équipe et tous les partenaires avec lesquels nous avons pu travailler sur ce magnifique lieu. Tout d'abord, notre maître d'ouvrage, l'équipe de la Saline d'Arc-et-Senans, Hubert Tassi, son directeur, et Nicolas Combe, son directeur adjoint, ainsi qu'une formidable équipe de jardiniers représentée par Denis Duquet, qui travaille chaque jour sur ce lieu magnifique. La présence de Gilles Clément sur ce projet aussi, qui nous a beaucoup apporté, bien sûr. Et notre agence, donc Maillot Vincent, Leïla Toussaint, Sarah Sutter, voilà également Marie-Charlotte et Kevin. Les autres équipes aussi, les autres membres également de l'équipe, Sébastien Appert, philosophe, Sauberco Environnement et Alep Architecte. Et enfin, les entreprises, plusieurs entreprises se sont associées pour répondre à la conception en fait de ce lieu, ID Verde, FCE et Albizia. Voilà, c'est une magnifique aventure humaine dont Vincent Maillot va vous dire quelques mots. Et donc, on ne pourra pas résumer ce projet de 2 ans en 1 minute, mais voilà, c'est une manufacture créée par Claude Nicolas Ledoux autour du sel. Donc, c'était l'or blanc de l'époque. Et donc, on a eu la chance de réinterpréter ce projet. Donc, il avait imaginé une ville idéale, la ville idéale de Chaux. Et on a réinterprété ce projet autour de la thématique de l'or vert. Et donc, on a le prix patrimoine, mais c'est vrai que pour nous, le patrimoine, c'est vraiment le végétal dans ce projet. Voilà. Donc, je laisse la parole aussi à Gilles. C'est eux qui ont tout fait, hein. Franchement. Bon, Claude, il serait content, hein, Claude. On lui fait son projet final, hein, finalement. Et lui, il avait prévu un cercle complet. Hein. Et bon, ben voilà, ça y est, ça se fait maintenant, enfin. Sauf qu'effectivement, l'or est plus exactement ce que l'on... Voilà, c'est pas la même chose. Et on espère que quelque chose va se passer dans ce demi-cercle complémentaire et qui vient éclairer un tout petit peu notre futur. On m'a demandé de faire un appel à projet. Dans les une vingtaine de possibilités qu'il y a pour des gens jeunes de faire quelque chose qui est un projet, un jardin, qui ne serait pas vu comme un objet que l'on va changer comme ça, comme un décor pour repasser à un autre artiste 3 ans plus tard, non. Quelque chose qui évolue dans le temps. Et je me suis adressé à eux en tant que ourson métis. Vous voyez ? Tout de suite. Je vous donne la traduction. Baptiste Morisot, dans un livre, explique que les ours polaires et le grizzly se rencontrent. Réchauffement climatique, ils font des bébés, ils sont fertiles. Et les parents sont stressés parce que quand même, faire ça, c'est une grande difficulté. Bon, les enfants, ils naissent dans le contexte qui est là, puis finalement, ça va pas trop mal. C'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Tout porte sur le réchauffement climatique. On demande aux oursons métis qui vont faire ces jardins de nous apporter les solutions. Ça ne voudrait pas dire que pendant ce temps-là, nous continuions à vivre de la même façon. Dans différents projets que vous avez évoqués, la question est posée. Et je trouve très important que ça se passe dans un centre qui pratiquement peut être considéré aujourd'hui comme un centre culturel et un peu plus, puisqu'on peut aussi mettre les mains dans la terre. Et ça pourrait s'approcher d'une école du jardin planétaire, une des 4e, 5e maintenant. Et je pense que ça, c'est très positif pour nous, pour le futur. Ça donne un peu d'espoir. Merci.
Merci et bravo à vous tous. On va passer au 9e prix, prix praticien réalisation encore une fois. Marc Claramunt va venir me rejoindre, vous ne l'avez pas encore vu. Le voilà, finalement. Et vous allez remettre le 9e prix. Alors, le 9e prix, c'est le prix donc, praticien réalisation, catégorie infrastructure et mobilité. Et le prix est remis à Nicolas Cognard, agence Quai. Voilà, je te fais la bise. Il se trouve qu'on se connaît il y a de nombreuses années déjà. On devait avoir 17 ans et c'est un stage. Voilà, et c'était un stage à l'atelier Fusis. Bon, c'est le hasard. Donc, je représente Bertrand Folléa, qui est le président de l'Association des paysagistes conseillers de l'État. Henri en a parlé au tout début. Donc, cette association regroupe les paysagistes praticiens qui travaillent auprès des services déconcentrés de l'État, que ce soit les DDT et les DREAL. Nous sommes à peu près 140. Ils ne pouvaient pas être présents. Je le représente et il se trouve que c'est toi. Et donc je suis très content de lire donc ce que Bertrand Folléa m'a confié, qui est l'observation, le verbatim du jury. Les paysagistes ne répondent pas qu'à des gros projets d'aménagement exceptionnels. La plupart s'investissent sur des paysages du quotidien qu'il s'agit tout simplement de rendre plus agréable à vivre. Tout simplement, pas si simple en réalité. Ces situations professionnelles ne sont pas les plus confortables. Maîtrise d'ouvrage peu structurée, budget modeste, dominance écrasante des logiques d'ingénierie technique. Il faut se battre pour le moindre détail. C'est la réalité de ce contexte qui a motivé le choix du jury pour ce projet de transformer une traversée routière de Bourg et la rendre plus vivable pour les riverains. Réduction des emprises de voirie malgré les contraintes des transports exceptionnels, simplicité générale de la proposition, déminéralisation et plantation négociée au mètre carré, apport de mobilier d'assises pour marquer la reconquête des modes doux, marquent autant de petites victoires qui, cumulées les unes aux autres, finissent par payer. Bravo. Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci Marc. Et puis ce résumé est très touchant parce que c'est très bien résumé, effectivement. La démarche, elle était assez compliquée. En milieu rural, on a très peu de moyens. Moi, je suis basé à Niort. Là, c'est un budget de 250 000 € hors taxe, avec une démarche participative que j'ai voulu mener. J'invite beaucoup les maîtrises d'ouvrage à intégrer ces démarches participatives dès le programme, parce qu'en fait, on le fait un peu sur notre temps libre, le samedi matin, le soir. Et cette démarche, elle a permis de convaincre les riverains que voilà, les solutions techniques, c'est pas les meilleures. On peut ralentir ces 10 000 véhicules jour, 650 poids lourds, en qualifiant l'espace public du quotidien des riverains. Et puis, par la démarche participative, notamment au travers des apéros-projets, plutôt que boire un coup à la fin pour fêter le chantier, plutôt boire un coup au début pour installer la confiance avec les riverains et les convaincre qu'on va ménager leur espace de vie plutôt qu'aménager. Et notamment sur ce trottoir, voilà, il y avait 12 voitures constamment stationnées. Donc la démarche participative et puis ces apéros-projets, ça a permis de les convaincre qu'il fallait mettre leur véhicule dans leur cour arrière ou dans leur garage pour enlever tout ce vocabulaire routier qu'il y avait auparavant. C'est dommage qu'il n'y ait pas une photo de ce que c'était auparavant, mais il faut imaginer 7,30 m d'enrobés et puis des trottoirs en grave. Et puis, je remercie aussi, c'est bien que ça soit dit dans l'introduction, les maîtrises d'ouvrage, donc le CEE 79, qui se donne beaucoup de mal pour essayer de sortir de la commande sur des si petits sujets. Le milieu rural a beaucoup besoin aussi d'avoir la qualité d'espace public, d'espace vert et des usages. Et pour ça, le CAU nous aide beaucoup. Je remercie les bureaux d'études Verdi et Citea, parce qu'on les oublie souvent, mais sans eux, on aurait du mal à sortir les projets.
Donc merci à tous pour ce prix, y compris pour ce tout petit projet, mais avec une démarche qui m'a tenu à cœur. Alors le 10e prix, prix praticien, réalisation espaces industriels et commerciaux, va être remis par Jérémy Di Stefano, le grand gagnant de cette soirée. Merci pour ce prix. Non, quand même. Ce 10e prix, réalisation espaces industriels et commerciaux, est remis à l'atelier Ladanum de Nicolas Watté pour le village de marque de Miramas. Alors, vu les dégradations considérables que subissent nos campagnes, souvent proches des agglomérations, on peut se dire que l'aménagement d'un nouveau centre commercial peut être un peu contre nature au départ pour un paysagiste. On peut se dire, bon, voilà, les champs, c'était mieux. Et pourtant, le jury félicite chaleureusement celui qui a œuvré au nouveau village de marque de Miramas, parce qu'il a été attentif. En tant que paysagiste concepteur, il a relevé tous les éléments qui faisaient la qualité du paysage agricole et les a défendus avec conviction contre la logique du préfabriqué et du préconçu. Ce faisant, son projet confirme l'importance du rôle du paysagiste concepteur dans ses projets, pas seulement dans la pérennisation et la mise en scène d'un paysage, mais surtout dans la couture délicate des entités territoriales sur lesquelles il intervient au sein du grand paysage. Bravo. Merci beaucoup pour ce prix. Donc c'est vrai que ce projet, donc on a mené avec l'agence MAP Architecte pour MacArthur Glen, en fait, qui est le promoteur de ce centre commercial. En fait, on était vraiment dans cette question. En fait, au début, je me disais mais qu'est-ce que je fais sur ce projet, en fait, en tant que paysagiste, où en fait on vient faire un énième centre commercial. Et en fait, on a beaucoup travaillé avec le MacArthur, en fait, pour réussir à retranscrire les paysages de l'Accro. On ne le voit pas sur cette photo-là, mais on a vraiment cherché à travailler sur le parcours de l'eau. En fait, l'Accro, c'est des zones qui sont fortement irriguées, avec une histoire des canaux d'irrigation qui traversent le site et qui vont servir, en fait, à d'autres personnes après. Et l'idée, c'était de préserver du coup ces canaux qui, en même temps, permettaient de laisser la vie à une trame bocagère, en fait, qui rythmait le site. Et on s'est approprié aussi ce parcours de l'eau, en fait, pour faire de la phytoremédiation, en fait, sur les eaux des stationnements, en fait, qui allaient ensuite être récoltées pour être infiltrées. Donc voilà, on a travaillé sur ces histoires de trames bocagères, de trames de l'eau, du parcours de l'eau. Et finalement, on a réussi à faire un espace qui est qualitatif et qui fonctionne. Merci. Merci à vous. Alors pour remettre les 11e et 12e prix de ce palmarès, on a fait une petite entorse à la règle, dans la mesure où ce n'est pas un membre du jury qui va les remettre, mais nous avons choisi d'inviter Jacqueline Hosty, son associé Michael Munier, donc qui sont à la fois Grand Prix du paysage, Grand Prix de l'urbanisme. Il nous a semblé intéressant et louable que vous veniez remettre à vos confrères et vos pairs ces 10e et 11e prix. Donc Jacqueline, tu vas remettre le 11e prix, qui est un prix praticien réalisation jardin privé. Et Dieu sait si ça te connaît, les jardins privés. Donc je te laisse nous annoncer le lauréat. Donc le lauréat de ce 11e prix est donc l'atelier Silvos, Florence Silvos, pour la résidence et logements sociaux à Compas, Crimée, Rosier, dans le 19e. Alors ça me fait d'autant plus plaisir de remettre ce prix, qu'on a travaillé ensemble il y a un certain temps. Et donc, je lis ce que le jury a dit. C'est un projet de rénovation de la résidence Compan-Crimée, vise à renforcer la cohérence entre les espaces publics et résidentiels, à revoir le nivellement pour permettre un accès PMR aux locaux et à revaloriser l'image de la résidence.
Donc c'est vrai que de flouter les limites, je pense que c'est quand même, entre privé et public, c'est assez intéressant. Le projet lauréat est séduisant par sa richesse végétale et les ouvertures lumineuses créées dans les halls d'immeubles. Les réponses techniques et esthétiques apportées pour solutionner la problématique du dénivelé sont remarquables. Elles sont créatrices d'une véritable plus-value sur le site. Le jury a tenu à mettre en valeur le très beau travail de paysagistes sur ce projet qui permet de démontrer que l'intervention paysagère a aussi un véritable rôle social et peut changer du tout au tout l'appréciation que l'on a d'un endroit donné. Et j'aimerais dire, parce que je pense qu'actuellement, dans tous les projets, quelles que soient les échelles dans lesquelles on travaille, la question de travailler sur le socle, rendre le socle de la ville fertile à tous les niveaux, que ce soit par la végétation, mais aussi par les usages qui sont d'échange entre les gens qui habitent et pratiquent ces espaces, sont d'autant plus importants dans les projets urbains. Et c'est dessiné avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'esthétique. Merci. Bravo. Je suis très flattée et très honorée par ce prix qui couronne une collaboration d'abord avec un maître d'ouvrage qui est ici présent, représenté par Laurence Vaquessonez, Paris Habitat, qui a bien voulu, pour ce programme, nous confier une mission de diagnostic, réinterroger avec nous la question du nivellement sur ce site, alors que c'était effectivement pas du tout initialement au programme de faire monter des halls d'un étage, de changer des locaux associatifs également de niveau, de rediviser des appartements ou d'agrandir d'autres de façon à mettre les espaces extérieurs au niveau des rues, au niveau des halls principaux, et nous avons donc eu un certain nombre on est dans un site dans le 19e arrondissement. Je suis assez satisfaite que ça soit un projet de logement social, enfin de jardin, de résidentialisation qui est le prix jardin privé, parce que finalement, j'espère que pendant les derniers mois que nous avons vécu, les gens ont pu profiter de ce lieu et l'investir comme ils le méritent. Il s'agit d'un site qui est installé entre la place des Fêtes et les Buttes-Chaumont. Et bon, quelques photos, il y en avait d'autres. On a beaucoup travaillé effectivement sur la question des sols, sur la question je remercie l'équipe d'architectes, effectivement BMC2, Yannick Bourville, le bureau d'études, au TCI, les équipes, les entreprises. C'est un travail évidemment, comme vous le savez tous, qui s'étale sur de nombreuses années, et chacun a sa place, et surtout Marika Charpentier, ma collaboratrice, qui a porté le projet pendant ces 8 années. Merci à tous. Alors, il y a un représentant de la maîtrise d'ouvrage, si vous voulez dire un mot. Non ? Oui ? Non ? Ok. Venez, si vous... On ne va pas vous entendre. Amenez-le. Merci d'être là, c'est cool. On a rendu accessible presque 80% des 560 logements. Voilà. Merci à vous. Alors, pour... Oui, tu peux te mettre là, continuer. Alors, on a confié donc à Michael Munier, associé de Jacqueline Hosty, et c'est vrai, l'agence est aussi membre de la Fédération française du paysage, j'ai oublié de le signaler, vous n'êtes pas complètement des intrus ici. Donc, le 12e prix, le prix praticien approche participative, et je sais que tu avais à cœur de le remettre. Oui, j'ai à cœur de remettre ce prix à l'agence Trouillot-Hermel, basée à Toulouse, pour le projet de résidence Locus Solus. Donc effectivement, je vais vous faire part du verbatim du jury, qui effectivement souligne que dans un contexte de densité urbaine, le projet développe avec agilité l'intelligence du collectif et la sobriété des créations. Cette expérimentation méthodique est une réussite de par ses analyses approfondies et le parti pris élégant et fonctionnel. Et effectivement, pour ma part, j'ai envie de dire oui, Jacqueline parlait à l'instant du sol fertile, arriver à faire pousser et surgir un sol fertile sur un parking, et avec tout le travail participatif effectivement et social autour de ce jardin, associé effectivement avec une grande élégance et une grande sobriété, je dis bravo.
Merci Mickaël, merci à tous les membres du jury. On est vraiment ravis avec Dany, donc Dany Hermel, Paul Trouillot, de l'agence, avec tous nos collaborateurs que je voudrais féliciter aussi, depuis 16 ans que l'on travaille sur Bordeaux, à œuvrer sur cette opération. Je voudrais féliciter et remercier le maître d'ouvrage Aquitanis, premier bailleur social de la métropole bordelaise, qui a cette attache, cette attention envers ses locataires, qui a depuis de très nombreuses années une politique qui va au-delà du simple logement social, mais qui met vraiment le jardin, les espaces publics, le cadre de vie dans sa globalité en point d'orgue, et qui permet de réaliser ces types-là de projets avec l'habitant, le faire en participation. Donc merci à Aquitanis, ses équipes, Bernard Blanc, ancien directeur, Jean-Luc Gors, aujourd'hui directeur, Adrien Gros, Madame Savarotte et Guillaume Humbert, qui ont vraiment suivi de près cette opération, qui a eu de nombreux prix aussi, qui a été remarqué en tout cas depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le jardin se développe à merveille, on en est ravis. Une entreprise qui a été partenaire, l'entreprise Brett, qui a permis d'approvisionner le chantier. Et puis bien sûr, les habitants, merci à tous ces habitants, 80 logements ici, où en pied de leur appartement, ils ont pu construire et réaliser leur propre jardin, le jardin de leur rêve, mais surtout un jardin qui permet, dans un quartier dense, quartier du Grand Parc de Bordeaux, quartier difficile, de pouvoir promulguer la nature en ville, au pied de son appartement, au pied de son logement, et une agriculture vivrière qu'on a tous besoin demain de pouvoir s'alimenter. Donc c'est aussi la question de la ferme urbaine et l'alimentation dans la ville qui est traitée dans cette opération. Voilà, je laisse continuer Dany sur la démarche participative. Juste 2 mots, hein, parce que bon, tout a été dit. Oui, en effet, il y a un double challenge sur cette commande. Initialement, c'était quand même de l'habitat locatif en co-construction. Donc ça, quand même, c'est vrai que c'est pas commun. Et chapeau aussi le promoteur qui prend quand même ces responsabilités-là, de s'y engager, d'emmener tout le monde. Et l'autre challenge, on parle d'agriculture urbaine. Et là, maintenant, hors sol. Sur cette parcelle, il n'y avait absolument pas de terre disponible. Donc l'idée de faire ce jardin sur dalle, et en fin de compte sur quelque chose d'inerte, on a réussi. C'est toute cette intelligence collective, ces habitants comme ça qui ont donné vie à cet espace avec des poulaillers, des composteurs, et c'est ça qui, voilà, c'est la réussite de ce projet. On en est très fiers. Merci beaucoup. Laura Remy, voilà, c'est pour vous. Vous n'avez pas cité les architectes, c'est pas gentil. Excusez-nous, l'agence CEOS Architecture. Voilà, quand même, on leur doit quand même aussi la réussite de ce projet, qu'on connaît bien quand même beaucoup. Alors pour le 13e prix, on va rentrer dans le vif du sujet avec la recherche en paysage. Et pour le remettre, c'est Anne Vourche qui revient. Hop, peut-être ça. Voilà. Alors, je vais proclamer ce 13e prix Recherche en paysage, mais je vais faire durer le suspense. Parce que je voudrais... Moi, je suis l'intruse ici. Je ne suis pas paysagiste. J'étais une des rares non-paysagistes de ce jury. Et c'est pour la 2e fois que je suis membre du jury. Et je voulais vraiment remercier la FFP pour ce bonheur que pour la 2e année, vous avez voulu partager avec moi. Et je voulais vous dire à quel point, quand on reçoit de la part de Juliette le lien pour enfin pouvoir accéder aux sites sur lesquels tous les projets sont postés, moi j'ai eu l'impression d'être devant une malle mystérieuse, pleine de promesses, et c'est formidable. Et donc j'encourage tous ceux qui seront sollicités pour faire partie du jury les années à venir de dire oui, parce que c'est vraiment un très grand plaisir, c'est vraiment intéressant. Et permettez à la non-paysagiste, même si dans une prochaine vie, je pense que je ferai l'école de Versailles, hein, ou une autre d'ailleurs, je ne veux pas, madame la directrice, enfin, celle qui m'acceptera. Mais vraiment, vous faites un métier formidable, dont on a tellement besoin. Et donc, voilà, c'est merci encore. Alors, maintenant, je suis là quand même, pour la 3e et dernière fois, pour proclamer. Vous devez nous dire ce que vous faites quand même, parce que vous n'êtes pas paysage, mais... Oui.
Oui, mais j'ai beaucoup travaillé avec des paysagistes dans ma vie, parce que j'ai créé, fondé et dirigé pendant plusieurs années le réseau des grands sites de France, qui sont un réseau de paysages remarquables et surtout des gens qui les font vivre et qui essaient de les inscrire dans les problématiques du XXIe siècle. Voilà. Merci Annabelle. Alors, le suspense est à son comble pour remettre le prix Recherche en paysage, Recherche Action, que le jury a souhaité remettre à une équipe composée de Agnès Jacquin, Joséphine Billet, qui vont s'approcher, Alexia Fesquet et Alexis Pernet, qui sont de l'ENSP, donc en partenariat avec l'agence d'urbanisme Le Havre, estuaire de la Seine. Voilà. Pour ce projet qui s'appelle Plus grand que la Seine, acteurs en réseau, paysage en projet, dans le cadre d'une commande, donc du contrat de plan interrégional État-région. Alors, Plus grand que la Seine, c'est une démarche de 5 ans d'exploration de la Seine avec un réseau paysage, et c'est aussi le titre de l'ouvrage sorti en mai 2021, que j'ai découvert il y a 1 heure, qui marque l'aboutissement de ce travail collaboratif de longue haleine. Cette démarche explore les territoires sécaniens et invite les nombreux acteurs à repenser ensemble la transition à travers la construction d'une culture commune du paysage et la mise en cohérence de pratiques à cette grande échelle interrégionale. Donc il s'agit à la fois d'apporter de la connaissance sur l'évolution des paysages de la Seine, de perfectionner des outils méthodologiques des différents acteurs, et afin de mieux orienter l'action publique. Alors le jury a apprécié l'aspect innovant des outils de conception participative pour la recherche, le voyage atelier, la caravane des paysages, l'atelier itinérant et interécole. On a envie de vous suivre là. Il a apprécié également la reproductibilité de la démarche et l'effort de dissémination vraiment très puissant que vous avez effectué. Et ce prix réaffirme le besoin fondamental de collaboration entre prospective et action pour une pratique du paysage par la recherche. Donc félicitations à vous. À vous trois. À vous quatre. Merci beaucoup Anne, c'est très juste. Tout d'abord, merci beaucoup à toute l'équipe de la FFP qui a permis à l'École nationale supérieure de paysage de postuler pour le palmarès. Merci aussi à tout le jury qui a reconnu tout l'intérêt de cette démarche qui effectivement dure depuis 5 voire même 6 ans. Donc nous, effectivement, c'est Agnès, Alexis, Alexia à qui on fait coucou, qui n'a pas pu se déplacer pour être avec nous ce soir, et Joséphine, effectivement, comme le disait tout à l'heure Henri, pour rebondir, le paysagiste peut travailler peut-être à l'échelle planétaire. Nous, on travaille à une échelle un peu plus modeste, celle d'une portion de la vallée de la Seine à l'échelle de 9 départements entre Paris et Cherbourg. Et effectivement, on tient vivement à remercier la région Normandie, la région Île-de-France, l'État, qui sont donc membres du contrat de plan interrégional État-région de la vallée de la Seine, qui ont missionné l'École nationale supérieure de paysage ainsi que l'agence d'urbanisme du Havre, avec qui on travaille depuis 2015, pour les accompagner dans leur projet de développement plutôt économique et infrastructure de la vallée de la Seine. Et ils permettent à l'ENSP et à la URH de venir sensibiliser au paysage, de venir expliciter ce que c'est que l'approche paysagère, de venir aussi valoriser le métier de paysagiste, qui nous amène beaucoup à monter ce qu'on appelle une école hors les murs, finalement. Effectivement, Alexis est un peu enseignant à l'école, mais avec Agnès, on est paysagiste conceptrice, mais par contre, effectivement, on va essayer de travailler avec les élus, les techniciens, avec les étudiants d'établissements d'enseignement supérieur de la vallée de la Seine qui ne sont pas paysagistes, pour essayer de faire comprendre la nécessité d'intégrer la compétence paysage au sein de tous les projets d'aménagement, et ce, à toutes les échelles. Donc voilà, je tiens effectivement à peut-être présenter très rapidement l'ouvrage Plus grand que la Seine, puisque c'est sur cet ouvrage-là qu'on s'est basé pour postuler pour le palmarès, qui est un ouvrage qui va révéler dans une trentaine de projets on va dire l'importance du paysage dans le projet. Ce ne sont pas des articles qui sont toujours écrits par des paysagistes. On a fait appel finalement à tous les porteurs de projets. On disait que le métier de paysagiste était assez jeune. On le pense aussi. Mais voilà, effectivement, on va essayer de venir montrer comment il n'y a pas de petits projets et comment on peut accompagner les élus pour essayer de passer à l'action.
Donc effectivement, en fait, c'est pas un gros pavé théorique, mais c'est plutôt véritablement une boîte à outils, puisque l'ambition de ce réseau paysage, qui est un réseau d'acteurs, c'est d'acculturer le plus grand nombre de professionnels, d'élus, d'étudiants à l'approche paysagère, pour qu'elle soit intégrée dans tous les projets d'aménagement. Et donc, à travers cette boîte à outils, vous partirez en voyage à travers une trentaine de projets qui ont été réalisés en Vallée de la Seine, de Paris à Cherbourg. Vous découvrirez aussi qu'est-ce que c'est que le réseau paysage, ces caravanes des paysages, ces ateliers itinérants. Et vous pourrez aussi vous plonger dans un futur possible qu'on a illustré, un scénario de prospective qui propose de penser la coopération de la Normandie et de l'Île-de-France pour s'adapter au changement climatique. Et moi, je voulais juste, là, en tant qu'enseignant-chercheur à l'École du paysage, un peu à la maison, vraiment remercier la FFP de mettre en avant la recherche dans ce palmarès. C'est extrêmement important. Vous nous faites un plaisir, un honneur immense. Je le dis au nom de tous les enseignants-chercheurs, les doctorants, Roberta Ella, qui a été lauréate l'an dernier, et à tous ceux qui viendront après, parce qu'on fera vraiment en sorte que, voilà, qu'il y ait de plus en plus de dossiers, d'expériences à présenter, et puis aussi, pourquoi pas, en interaction avec par exemple, vos agences, qui peuvent aussi accueillir des jeunes chercheurs. Ça se fait dans le cadre de contrats qui existent. Et puis, juste quelques tout petits remerciements. Derrière ce projet de recherche, il y a des personnes absolument extraordinaires qu'il faut mentionner. Un préfet hors norme, le préfet Philiseau, qui nous a fait confiance. La vallée de la Seine, ça aurait pu être un ensemble de corridors, d'infrastructures, de porte-containers, de lignes LGV, de tout ce qu'on veut. Et puis, il nous a permis à nous de développer la compétence en paysage à cette échelle interrégionale. C'est un préfet, un haut fonctionnaire qui nous a fait confiance, et c'est absolument, voilà, ça a été déterminant. Il y a Vincent Pifteau, que vous avez vu, pour ceux qui le connaissent, sur le chalutier qui visitait la côte de Tatillou. Et puis, il y a un monsieur absolument incroyable, extraordinaire, dont il faut vraiment saluer la mémoire, parce que vraiment, il nous manque, c'est affreux. C'est Boris Mingui, qui a été diplômé de l'école en 2000, directeur du CAE de Seine-Maritime, qui a porté tout ce projet de recherche, qui nous a quittés l'an dernier. C'est quelque chose d'horrible. Donc voilà, Boris, il est souvent sur les photos et vraiment avec nous encore ce soir. Merci pour lui. Bravo. Oui, vous prenez votre livre. Peut-être que vous pouvez le laisser à disposition pour que... Oui, il y en a d'autres. Oui, puis je le feuilleter. Alors, un deuxième prix recherche en paysage. Là, on avait un projet recherche-action. Cette fois-ci, c'est une recherche par le projet. Et c'est donc Roberta Pistoni qui a été lauréate l'année dernière du prix recherche et qui était en visio et qui va venir le décerner. Donc, je vous laisse dévoiler. Donc, les prix recherche en paysage par les projets va à l'agence d'Icila et Sylvanie Gray, avec les projets Pirmil les îles, les projets urbains comme outil de recherche. Donc, bravo à elle, parce que je pense que c'est elle et son associé. Attendez, je vous remets un micro. Ah oui. Très bien. Donc, on voit que souvent la recherche, ça se fait en groupe. C'est pas un travail isolé, ça on est d'accord. Donc, les projets urbains et apprenez comme outil de recherche pour penser un jardin des transferts et une stratégie sol eau canopée et tester la renaturation des sols, des palettes végétales adaptées au dérèglement climatique et des densités des plantations. La jury a apprécié le déploiement des prototypes pour tester en conditions réelles et par les projets la préservation du sol en héritage, l'écourtage des arbres, l'économie d'eau ou les matériaux bas carbone. Personnellement, j'ai particulièrement apprécié votre approche avec l'adaptation au changement climatique et son atténuation. Donc, merci de m'avoir permis de remettre ce prix et bravo à vous. Voilà. Du coup, je vais parler au nom de l'équipe. C'est vrai qu'on est venus nombreux et c'était important parce que la recherche en paysage, ça ne peut pas se faire seul. C'est aujourd'hui possible parce qu'il y a une forme d'alignement de planètes là, autour de ce projet.
à la fois avec un maître d'ouvrage, alors qui est représenté aujourd'hui par Céline, de Nantes Métropole Aménagement, mais aussi des élus qui sont derrière. Aussi avec une équipe, donc Alexandre qui représente Frédéric Bonnet et son équipe, Artelia, Nicolas Debiais sur la renaturation d'ici là, et puis il nous manque aussi Zefco sur la partie transition écologique et vraiment sur la participation. Et il y a quelque chose de très particulier en fait autour de ce projet, c'est que tout dans ce site parle déjà de l'urgence. On est dans un site extrêmement vulnérable à la question de l'inondation. On est dans un site qui est aujourd'hui une ancienne friche industrielle sur lequel il fait déjà plus 6 degrés par rapport à tout le contexte nantais, alors qu'on est à peine à 200 mètres du bord de l'eau. Et donc, il y a une forme d'évidence à se dire qu'évidemment, à cet endroit-là, il ne va pas être possible de faire comme d'habitude. Et en plus, c'est vraiment la feuille de route qui a été posée par les élus et par le maître d'ouvrage, c'est-à-dire réfléchissez en mettant les curseurs là où il faut les mettre sur cette question de comment on habite demain et comment on travaille demain à cet endroit-là. Il y a une méthode qui est assez atypique, puisqu'en gros, avec toute l'équipe, c'est pour ça qu'on est venus tous, parce que c'est la partie du paysage, elle est complètement intégrée dans la démarche du projet urbain. C'est un maillon, tout se pousse, tous les curseurs se poussent en même temps. Et donc on a rencontré 80 entreprises du Grand Ouest pour savoir où est-ce qu'elles en étaient, ce qu'elles savaient faire, en gros, en se disant que globalement, pour travailler avec les ressources, il fallait aussi savoir ce que le territoire savait faire. Voilà, c'est les ressources du territoire. Et il y a eu un constat qui était assez fort, c'est que globalement, on s'est rendu compte que la filière du vivant, de manière élargie, on n'était pas très près. Enfin, nous, les entreprises, voilà. Et assez vite, c'est imposé un peu entre nous l'idée de se dire, mais à ce moment-là, eh bien, puisqu'il n'y a pas d'entreprise qui est complètement en train de tester, de montrer que ça marche et tout ça, eh bien, très bien, c'est le projet qui le fait. Donc le projet urbain s'est saisi de cette question. Et donc, à travers les tests que l'on mène, voilà, tous dans l'équipe, on est, nous, dans une phase, alors on n'a pas livré, hein, on est complètement au milieu, même au début du chemin, j'ai envie de dire, on vient de faire la phase d'expérimentation, donc il y a plein de choses à prouver encore sur la liste. Mais on se donne l'ambition de se dire qu'il est possible, sur ce site industriel, de ne rien sortir des sables du site, d'amener le moins de terre végétale possible, de fabriquer nos arbres dans une filière locale avec une récolte de graines, et ils sont déjà en récolte, et ils existent déjà quelque part dans une pépinière à 70 km de Nantes à peu près. Voilà, et que dans ce site de transfert, qui est déjà dans ce site à plus 6 degrés, naturellement, eh bien, on teste, voilà, et on voit ce que ça donne, et jusqu'ici, c'est concluant. Voilà, je voudrais remercier beaucoup cette équipe incroyable pour toute l'ambition qui est mise sur ce projet. Merci à vous. Personne ne veut dire un mot, si quelqu'un veut ajouter un mot pendant que vous êtes là. Non? La maître d'ouvrage? Non? Allez. Non, mais on peut juste rajouter à ce discours quand même hyper complet et d'explication de la démarche que c'est hyper précieux d'avoir un outil comme ça sur le temps long, d'avoir le temps d'ajuster les parties pris d'aménagement en testant, en expérimentant, d'avoir un outil pour travailler avec les entreprises, travailler au sein de la maîtrise d'œuvre, mais aussi travailler avec les services gestionnaires et donner à voir aux futurs usagers ce que seront les futurs espaces publics. Donc pour nous, c'est une grande chance et c'est très précieux d'avoir cette démarche expérimentale portée par l'équipe de maîtrise d'œuvre. Voilà. Merci à vous. On va remettre. J'ajoute qu'on en a un deuxième, en fait, entre le moment où on a rendu le dossier et maintenant on a un deuxième site d'expérimentation qui travaille sur la renaturation de la berge avec Nicolas, et puis dans lequel, via 2 parcs linéaires des berges, vont nous permettre, a priori, de retrouver l'équivalent d'1 hectare de zone humide en cœur de métropole. Et on en est extrêmement plus, me dit-il. On est extrêmement content de ça. Bravo. Bravo.
Donc on arrive presque au terme de ce palmarès et Henri, je t'invite à revenir avec moi pour remettre le prix spécial, donc le 16e prix de ce palmarès qui revient à une étude que tu vas nous dévoiler, nous décrire. Oui, c'est le dernier prix et peut-être le premier d'une nouvelle série. Après tout ce panorama de projets qu'on a vu jusqu'à maintenant, donc on était très heureux avec tous les membres du jury de découvrir tous ces projets extrêmement convaincants, incroyablement divers. Pourquoi en rajouter un? C'est la première question. Pourquoi avoir pris cette décision? Je vais l'expliquer tout de suite après avoir décerné ce énième prix, et ce prix spécial du jury, à Moss Paysage, Charlie Montboisse pour l'étude de programmation et AMO pour la requalification de la pointe de la fumée. Bravo, donc ça se passe à Fouras-les-Bains. Et le jury a particulièrement apprécié la finesse et l'efficacité, non pas de ce projet, mais de ce plan guide. Il oriente, basé sur la mise en lumière de l'histoire et de la géographie du territoire de la pointe de la fumée, afin de mieux définir, non pas un projet réalisé tout de suite par vous, mais de définir le cadre et les principes de son développement futur. Cela a conduit le jury à distinguer ce travail par un prix spécial et à proposer, pour les prochains palmarès, la pérennisation de cette facette spécifique du métier de paysagiste concepteur par la création du prix de la programmation paysagère. Merci pour cette initiation. Et bravo. Merci beaucoup. Je suis très touché, surtout par un prix spécial. C'est assez agréable. C'est un sujet qui a été spécial en premier titre parce que c'est le premier marché public remporté par l'agence Moss Paysage. Et c'est un projet qu'on a partagé. Thomas Lamant est présent aujourd'hui à mes côtés. C'est vraiment un travail collaboratif de programmation et de conception paysagère sans faire trop de conception. Ce qui a été un jeu d'équilibriste, d'essayer d'arriver à doser suffisamment d'intention sans trop refermer les possibles sur le futur projet, puisqu'on a essayé de trouver le juste équilibre entre les souhaits de 3 maîtrises d'ouvrage, la ville, la communauté de l'agglomération et le département, avec des enjeux extrêmement forts et contradictoires de défense contre la mer, d'activités touristiques, d'enjeux patrimoniaux avec la ceinture de feu et le grand site de Rochefort, l'activité ostréicole extrêmement présente, et tout ça avec pondération pour mettre juste les guides, mais arriver à tenir les guides jusqu'au bout, jusqu'à l'accompagnement sur le concours de maîtrise d'œuvre et le passage de relais à l'équipe lauréate, qui d'ailleurs est présente dans la salle ce soir, Jacqueline Hosty. Et on est très heureux. C'est vraiment un travail collaboratif. Je souhaite juste un dernier mot et après je vous laisserai aller boire un verre. Vraiment, c'est un travail, je suis très très fier de le partager avec mon associé Marie-Gabrielle Bevier qui n'a pas réussi à être présente ce soir. Voilà, je vous remercie. Oui, c'est celui-ci. Bravo à vous. Merci. Donc on arrive presque au terme de cette soirée. Donc on vous avait promis ou annoncé de la diversité. Je pense qu'elle est réelle. On a récompensé des dynamiques. À la différence de l'architecture, qui est un domaine qu'on connaît aussi quand même, qui récompense souvent des programmes, logements, équipements, bureaux. Là, on s'échappe de ce type de vision pour avoir une approche beaucoup plus par catalyseur. Donc je trouve que c'est le propre de vos professions, d'emmener des gens, des acteurs, des récits. Et je vous félicite pour ça, Florent vous félicite pour ça. Henri, on va clore en passant la parole à un éditeur avec lequel vous travaillez, à la Fédération française du paysage, les éditions de Bianet, qui sont représentées ce soir et avec laquelle vous avez décidé de collaborer à travers la publication des lauréats du palmarès. Donc pour la seconde édition, un numéro spécial de la revue Paysage, dédié aux lauréats, que je vous laisse nous présenter. Merci.
Alors, on est toujours très fiers avec Éric Croizard et puis de notre équipe d'être associés à votre palmarès. Et on s'aperçoit au fil des numéros, on est qu'au numéro 3, mais on espère que c'est le prémisse d'une longue aventure, que le paysage, le climat, le paysage, la transition énergétique, le paysage et l'énergie, au fil des sujets, le paysage il s'impose comme une évidence, comme la solution à tous ces enjeux, à toutes ces problématiques. Et ce numéro 3, qui présente le palmarès du paysage et puis aussi des différentes interventions sur les enjeux énergétiques, alors la une, on en a beaucoup discuté parce que chaque fois, cette édition, c'est un compromis entre des contraintes techniques de qualité d'édition, des objectifs de contenu et des arbitrages entre le jury, mais aussi les porteurs de projets qui veulent mettre en avant telle ou telle illustration. Et donc, la une, elle peut sembler sombre, mais je crois qu'elle est en écho au drame de notre époque. Elle illustre aussi les débats qui animent notre société au regard des enjeux des besoins énergétiques du fait de notre digitalisation à outrance, de notre urbanisation, de nos nouvelles motorisations, mais aussi de nos enjeux de souveraineté et d'indépendance énergétique. On est dans les débats actuels assez importants, mais ailleurs aussi est contradictoire avec les nécessaires préservations de nos ressources. Donc elle donne à voir aussi l'ampleur et la profondeur de vos interventions, l'enjeu de votre profession à s'impliquer dans toutes les échelles, dans tous les lieux et dans toutes les dimensions sociales, culturelles, patrimoniales, industrielles et environnementales. Alors merci encore une fois à la FFP, merci aux annonceurs, merci à nos lecteurs. Je vous invite à découvrir ce numéro 3 qui est dans vos pochettes et puis à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Voilà. Que vous trouverez tout de suite là dans la salle attenante dans laquelle on va avoir le plaisir de partager un cocktail. Donc avant de clore, je voudrais remercier Julia Tunin, sans qui ce palmarès aurait eu du mal à voir le jour dans la dimension technique. Je voudrais remercier l'équipe technique aussi et je voudrais remercier tout spécialement mon équipe, Angélique Pagnon et surtout Rania Vivien. Régine Debré, côté FFP, qui est souffrante aujourd'hui, qui n'a pas pu se joindre à nous. Donc, il faut profiter du présentiel, comme on dit, d'être en présence, d'être vivant, de profiter du vivant et du buffet. Merci à vous. Et bravo encore à tous.